Bonjour, Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, et merci d'avoir accepté l'invitation du Madiba Club pour cette interview. Alors, avant toute chose, j'aimerais un peu vous briefer sur la structure de cette interview. Premièrement, j'aborderai des questions qui sont liées vraiment au Congo de manière générale, parce que j'imagine bien que c'est sur ce sujet que vous êtes le plus calé. Et puis, dans un second temps, j'aborderai des questions à l'échelle africaine, disons, où vous aurez l'opportunité de nous donner vos perspectives ainsi que votre point de vue sur le développement du continent africain. Mais avant cela encore, j'aimerais vous inviter à vous présenter pour que vous puissiez nous faire part éventuellement de votre parcours, de votre expérience, mais aussi de votre rôle aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de la République du Congo ici à Bruxelles. Merci infiniment d'être venu. Je suis Léon Raphaël Mokoko, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo au Royaume de Belgique, au Royaume des Pays-Bas et aussi à Luxembourg. Je suis également le représentant permanent de la République du Congo auprès de l'Union européenne. Alors, je suis à ce poste d'ambassadeur à Bruxelles depuis 6 ans maintenant. Et avant cela, j'ai occupé plusieurs fonctions dans mon pays, à Brazzaville. Les fonctions de chef de service, de directeur général. J'ai été député, élu, député national, et j'ai été également membre du gouvernement, notamment ministre au département de l'économie et du plan. Et à la suite de cela, j'ai été affecté à Bruxelles comme ambassadeur. Il faut se dire que j'ai beaucoup travaillé sur les questions économiques et les questions de développement, simplement parce que je suis économiste et j'ai beaucoup travaillé sur les modèles économiques, sur la programmation économique, sur les investissements, aussi sur les questions de développement, aussi bien dans mon pays, en Afrique centrale et en Afrique tout court. Voilà, grosso modo, comment les choses se présentent. Très bien, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous poser donc la première question, qui est une question que beaucoup de personnes se posent, j'imagine. Elle concerne l'exportation des matières premières. Parce qu'on sait que beaucoup de pays africains sont spécialisés dans justement l'exportation des matières premières, et en particulier le Congo. Si on prend par exemple le secteur pétrolier du Congo-Brazzaville, ça représente 60% du PIB, 80% des exportations. Et c'est donc la République du Congo se retrouve vulnérable justement aux fluctuations des prix du baril du pétrole. Et on l'a vu notamment récemment en 2014, lorsqu'il y a eu une baisse brutale des prix du pétrole. Le Congo-Brazzaville est entré en récession. Alors ma question est la suivante. Quel est selon vous l'avenir d'une économie basée sur l'exportation des matières premières? Il n'y a aucun avenir, naturellement, parce que l'effondrement de l'économie, lorsque elle est assujettie à l'exportation de ce type de produits primaires, évidemment, on est sous le joug de la fluctuation des prix au plan mondial. Et ces spéculations au plan mondial n'avantagent que les importateurs, c'est-à-dire ceux qui consomment ces produits. Et c'est là justement le fondement de la vulnérabilité de nos économies. En tout état de cause, si les pays africains, si la République du Congo veut s'en sortir, il s'agit non pas de continuer à développer ces formes de slogans, mais plutôt aller dans la réalité de la transformation industrielle. Voilà les grands problèmes. Donc, la transformation intérieure dans nos États doit constituer une espèce de rupture, de paradigme entre ce que la colonisation nous a légué, parce que on était des colonies de production de matières premières, les points d'ivoire, de l'or, du diamant, les autres minéraux, ressources minérales, dont l'économie coloniale en avait besoin, et nous avons continué avec ce schéma jusqu'à aujourd'hui. Et très peu de transformation, et lorsqu'on a essayé de le faire, c'était sur des choses absolument triviales. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut commencer à faire, c'est cette transformation de manière intégrée, c'est-à-dire que vous produisez du bois, il faut que vous ayez des équipements ou de la machinerie nécessaire pour permettre, par exemple, une agglomération des moyens communs pour que les ouvriers qui travaillent produisent la bonne matière
qu'elle soit acceptée localement, parce qu'elle est qualitative, qu'elle soit acceptée également par les marchés extérieurs. Vous allez regarder les chiffres du commerce extérieur, comment est-ce que nos pays importent le mobilier, particulièrement de Chine. Avec quel bois? La Chine importe du bois d'Europe, mais principalement d'Afrique. Et quand il nous est retourné, c'est pas du bois, mais c'est plutôt les débris de bois, les poussières de bois, qui sont agglomérés et qui nous sont réexportés. Et voilà. Alors qu'au plan local, nous aurions pu avoir nos menuisiers à nous, qualifiés, nos charpentiers à nous, qualifiés pour travailler sur la matière du bois. Voilà quelques exemples que je voulais... Mais justement, ce que je retiens de votre réponse, c'est vous avez mis l'accent aussi sur un peu le processus d'industrialisation qui doit être mis en place, je pense. Et quels éléments pourraient justement amener ce processus d'industrialisation-là? Est-ce que ce sont des nouvelles politiques qui doivent être mises en place pour justement pousser les jeunes à se former, pousser les jeunes à faire des études d'ingénierie, par exemple? Quels sont les éléments qui pourraient permettre de mettre ça en place? C'est d'abord une responsabilité publique, une responsabilité politique, parce que les autorités doivent organiser la formation pour créer les niveaux de métier pour lesquels l'économie a besoin. Nous avions des enseignants qui étaient européens. Mais aujourd'hui, il y a presque plus d'Européens. Mais est-ce que les enseignants sont de bonne qualité? Voilà le problème. Donc, il faut qu'il y ait l'enseignement fondamental, ça c'est indéniable, mais il faut que nous poussons également les enseignements vers ce que l'économie en a besoin. Hein? On forme les gens dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, ainsi de suite. Ok, mais on ne forme pas assez dans le domaine de l'ingénierie, quelle que soit la spécialité. Et c'est vers là qu'il faut migrer. C'est une responsabilité publique. Donc les ressources de l'État doivent être concentrées dans le renforcement des capacités humaines de façon à ce que les gens soient en mesure de se mettre au travail et de produire ce dont la population a besoin, ce dont l'économie a besoin. C'est ça, il faut commencer par là. Mais justement, pour rebondir sur ce point, quand vous parlez de la pérennité de l'économie, ne pensez-vous pas que ça passe aussi par une diversification de l'économie? Et c'est ça la diversification, effectivement. Parce que lorsque vous avez une production agricole, vous avez la transformation. Ce qui veut dire que vous avez créé là, à travers vous avez créé des chaînes de valeur, donc qui concernent la production elle-même, qui concernent la conservation, qui concerne l'exportation, le transport. Et tout ça, tout au long de cette production, vous avez des chaînes de valeur qui se constituent, donc autant d'entreprises qui se constituent. Et maintenant, il faut pérenniser le fonctionnement de toute cette économie par des politiques publiques crédibles, c'est-à-dire les politiques fiscales adaptées, les politiques d'environnement adaptées, les politiques de protection. Vous savez, l'économie, c'est la concurrence. L'économie, c'est la protection de l'État des concurrents, donc des lois de marché. Parce que si elles sont biaisées quelque part, il est clair qu'il y en a qui vont perdre. Comment peuvent-elles être biaisées? Vous avez ce qui est importé, on ne paye pas les taxes, on ne paye ni douanières ni fiscales, alors que ce qui est produit sur place, vous payez les taxes fiscales. Vous voyez? Donc, cette inégalité dans le traitement des différents opérateurs, dans les différentes entreprises, effectivement, va biaiser et provoquer la mort des entreprises locales. Donc, il faut qu'il y ait un respect des lois de la concurrence au niveau local, de façon à ce que l'économie soit en mesure de continuer à croître. Très bien. Mais justement, quels sont, selon vous, les secteurs à haut potentiel de l'économie congolaise? Alors, vous avez l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce que la République du Congo a les forêts, c'est vrai, a des savanes, a l'eau, donc des fleuves et des rivières, l'hydrographie est dense, et vous avez la côte maritime. Donc, en prenant ces éléments en ligne de compte, vous avez là toute votre vision pour fonder une économie ou l'économie congolaise. Donc, l'économie de l'agriculture,
par la production pour satisfaire les besoins de consommation intérieure, mais également pour transformer. Alors, vous avez, bien sûr, le pétrole, il va finir. Et puis, le pétrole, aujourd'hui, il est de plus en plus décrié du fait que cela touche les questions d'environnement. Et si vous voyez notre côte, elle est polluée par cette production pétrolière et ça va. La conséquence immédiate, c'est que les eaux alentour de Pointe-Noire on fait perdre toute vie halieutique. Et ça, c'est une difficulté. Donc, vous avez l'agriculture, vous avez la forêt, et puis vous avez les ressources minérales. Je me dis que la transformation de ces ressources sera utile. Très bien. Alors, jusqu'ici, vous avez beaucoup parlé de transformation. Et récemment, il y a eu une mesure très intéressante de la part du gouvernement zimbabwéen qui a interdit l'exportation sous forme brute du lithium provenant de son sol. Et donc, en obligeant les entreprises étrangères à s'installer sur le territoire zimbabwéen pour justement apporter déjà des premières transformations avant de l'exporter. Et moi, ma question, c'est simplement, mais que pensez-vous de ce genre d'initiative? Et pensez-vous que la République du Congo devrait s'en inspirer? Mais justement, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que lorsque une matière est extraite et qu'elle ne subit même pas les premières transformations, c'est-à-dire d'abord, elle ne crée pas suffisamment de valeur ajoutée, elle ne crée pas suffisamment d'emplois. La valeur ajoutée, c'est la richesse. Oui. Et l'emploi. Et donc là, la boucle économique ne peut pas être bouclée. Oui. Parce que, pourquoi une économie doit croître? Pourquoi elle augmente de valeur? Elle augmente de valeur parce que on produit, on consomme et on produit. Lorsqu'on produit et lorsque c'est vendu, ça demande que on produise davantage. Et puisqu'il faut produire davantage, donc il faut davantage d'emplois. Et ceux qui arrivent nouvellement sur le marché de l'emploi et qui ont des ressources, donc consomment. Oui. Et puisqu'on consomme, donc il faut produire à nouveau, encore un peu plus. Et parce que si on ne le fait pas, et puisque le besoin de consommation est là, et puisqu'il n'y a pas le produit pour consommer, qu'est-ce qu'on fait? On importe. Alors pour ne pas importer, donc il faut augmenter le produit national. Donc la production nationale, il faut l'augmenter pour satisfaire le besoin nouveau qui est apparu. Et lorsque vous avez fait ça, la boucle économique est bouclée. Là, l'économie est en bonne croissance, parce que cette croissance est une croissance qui induit la production et l'emploi. Et donc, une bonne augmentation de la valeur ajoutée. Si il y a l'augmentation des ressources budgétaires du fait de l'exportation du pétrole brut, alors c'est de l'argent qui rentre dans les caisses d'État qui n'augmente ni l'emploi, ni la production. C'est la production brute. Vous savez, le pétrole est produit au large de la mer. Donc, vous ne voyez pas la production. On charge les bateaux et c'est parti. Donc, vous avez l'argent pour régler les problèmes, mais il faut régler les problèmes de la transformation industrielle, de la diversification de l'économie. Donc, vous avez une production agricole, vous avez une production minière, vous avez les unités de transformation, de conservation, comment dirais-je, vous avez les moyens de transport, vous avez les circuits pour la commercialisation, vous avez les circuits d'exportation, et c'est ça l'économie. C'est ça l'économie. Produire et vendre ce qui est brut, c'est pas ça l'économie. Tout à fait. Tout à fait. Merci encore pour cette réponse. Alors, tout autre sujet. Dernièrement, j'étais à Pointe-Noire et je voyais un peu partout des panneaux publicitaires parlant du projet de la ZLECAf. Et bon, au départ, je ne savais pas vraiment ce que c'est. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours un projet qui est méconnu du grand public. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce projet-là et donner justement la position de la République du Congo par rapport à ce projet? Voilà. Donc, ça, c'est une très belle question. Voilà. D'abord, la faiblesse des économies africaines, c'est le manque d'échange entre les pays. Le taux de change, c'est-à-dire d'échange, je veux dire, le taux d'échange, c'est le commerce entre les pays africains. Considérez région par région, je prends la région d'Afrique centrale, ne dépasse pas les 8%. C'est relativement faible
et c'est significatif de l'état de sous-développement. L'Afrique de l'Ouest, qui est un peu plus avancée, le taux ne dépasse pas les 18%. Alors, la ZLECAf, c'est effectivement l'occasion d'ouvrir les frontières, de faire sauter les frontières douanières, que les échanges se fassent de manière libre et au consommateur de consommer ce qui lui paraît le plus intéressant, c'est-à-dire la relation de la qualité et le prix. Cette ouverture du marché commun africain est de nature à booster la production, à inciter les gens à produire suivant les normes généralement acceptées, à introduire la notion de métrologie dans le fonctionnement de notre production, parce que vous avez encore, à Pointe-Noire, ça doit se passer comme ça, on vend par tas et non par kilo. Voilà. Donc il faut que cette notion de métrologie, on soit imbibé de cette notion, de façon à savoir si nous vendons plus cher ou moins cher et pourquoi. Parce qu'il faut vendre moins cher par rapport aux autres pour être concurrentiel, non pas pour perdre de l'argent, mais pour en gagner davantage. Donc la ZLECAf, c'est l'occasion justement des pays de pouvoir exporter au plan interne et que cette libre circulation crée de la valeur ajoutée pour les pays qui travaillent. Alors, notre pays a ratifié cet accord et donc j'espère qu'on se prépare à améliorer les conditions de production et surtout la qualité pour être compétitif sur le marché africain. Et ça, c'est fondamental pour chacun des producteurs, puisque chacun est sûr de gagner de l'argent sur le marché africain. Ok, donc désormais, je vais passer au dernier volet de notre interview, donc les questions portées à l'échelle de l'Afrique. Alors, ma première question concerne l'investissement chinois en Afrique. J'aimerais savoir comment percevez-vous l'investissement massif des entreprises chinoises en Afrique et pensez-vous que les relations commerciales sino-africaines seront plus à l'avantage ou au désavantage des économies africaines? Bon, alors, lorsque la Chine a commencé à développer cette politique d'investissement massif en Afrique, ça a été à la gloire de tous les États, parce que c'était la création des infrastructures routières, ferroviaires, la construction des bâtiments, et ainsi de suite. Alors, très vite, on a été confronté à un premier problème sur la qualité des travaux. Alors, certaines politiques ont été revues pour dire, voilà, il faut que les contrats soient mieux étudiés. Et deuxièmement, on a eu une deuxième difficulté, effectivement, celle de la gestion de ces projets. Je prends la ligne de chemin de fer qui part de Addis Abeba jusqu'aux confins de la mer, Asmara. Alors, et troisièmement, le problème de remboursement, parce que tout de suite, les États africains sont arrivés à un hyper-endettement et n'ont plus les moyens de rembourser. Et la Chine, elle est bloquée par le fait qu'elle ne négocie pas sa dette. Il faut la rembourser. Si vous ne la remboursez pas, voilà, ils vous prennent une partie du territoire. Comme ils l'ont fait au Ceylan, ils ont pris le port du Ceylan, qui est un port en eau profonde, pour 99 ans. Même si aujourd'hui, ils ont dû reculer parce que c'était des choses pas acceptables. C'était ça. Alors, voilà l'investissement chinois, parce que lorsqu'il est déployé, les études ne sont pas totalement solides pour pouvoir soutenir les montants qu'ils mettent. Mais eux, ils savent pourquoi ils le font, parce que si vous ne remboursez pas, évidemment, ils doivent accrocher quelque chose pour être sûr qu'ils seront remboursés à un moment donné ou à un autre. Voilà le problème des Chinois. Aujourd'hui, ça va plus lentement et il y a une chute spectaculaire de cet investissement. Dans le cas de la République du Congo, au cours des 6 dernières années, l'investissement chinois est quasiment nul. Parce qu'il y a des problèmes dans le remboursement, mais pas que. Il y a aussi les questions de traitement, comme on le fait généralement avec le Club de Londres, le Club de Paris, où lorsqu'on n'arrive pas à rembourser une dette, on fait un rééchelonnement. Donc, on prend la dette, on la remet dans la pâte,
Ensuite, on fait l'accordéon, c'est-à-dire une période plus longue, même si on va payer un peu plus d'intérêt, avec des échéances plus douces, à la dimension des capacités du pays, pour que les échéances soient assurées effectivement. Ce que la Chine n'a jamais voulu. Et même au niveau de la Banque mondiale du Fonds monétaire, on a appelé la Chine à participer à ces grandes réunions où on parle des questions de financement au plan mondial, aussi des questions de traitement de la dette. Parce que beaucoup de pays aujourd'hui, africains, vont arriver à une situation où ils ne seront plus en mesure de rembourser la dette chinoise. Ça a été le cas de la République du Congo, c'est le cas de certains autres pays comme la Guinée, comme le Mali, qui sont, bon, je ne dirais pas ce qui se passe, mais comme le Mali et bien d'autres qui ont du mal, comme le Zimbabwe d'ailleurs, qui ont du mal à rembourser la dette chinoise. Et c'est peut-être ce qui explique en partie la baisse des interventions de la Chine, qui aujourd'hui oriente sa politique beaucoup plus vers la route de la soie, pour développer des investissements dans les grands pays comme l'Italie, qui adhère à cette politique. Et donc, le problème de la Chine, voilà là où nous en sommes. Très bien. Ouais. Et puis, ma dernière question concerne un peu voilà, les enfants de l'Europe ou les personnes donc, membres des différentes diasporas africaines. Quel est selon vous le rôle qui peut être joué par les diasporas africaines afin de contribuer au développement économique du continent africain? Alors, beaucoup. Le rapport peut être déterminant à plusieurs égards. Parce que ils bénéficient aujourd'hui des possibilités de financement. Ils ont été formés dans les écoles et ils développent l'expérience par rapport à ce qu'ils ont fait et par rapport à là où ils travaillent. Et donc, ils peuvent apporter beaucoup. Nous avons examiné cette question à un moment donné. On s'est aperçu que il était difficile à eux de faire un bac dans le pays parce que ils ne trouvaient pas les conditions requises pour s'installer même provisoirement. Pour plusieurs raisons. Nous avons des problèmes d'approvisionnement régulier en eau, en électricité. L'hôpital n'est pas au point. L'école s'attitube. Rien que pour cela, ils se disent, bon, pour les vacances, ça peut aller, mais pour développer une activité, c'est compliqué. Sans oublier que les États africains sont traversés par un phénomène gangréneux qui s'appelle la corruption. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même traitement dans l'organisation de vos affaires. Vous avez ceux qui payent les impôts et ceux qui n'en payent pas. Et à cela s'ajoute le harcèlement fiscal ou parafiscal ou extra-fiscal, simplement avec cause de cette question de corruption. Et ça, justement, c'est le problème, c'est notre problème. Ce n'est pas les prises légales d'intérêt, pas du tout, c'est pas ça qui nous préoccupe, mais c'est plutôt la corruption active, c'est ça. Et ça, c'est un mal qu'il faut absolument éradiquer parce que sinon, il sera difficile pour nous de pouvoir bénéficier de l'appui de la diaspora. On organise au niveau des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, le siège ici à Bruxelles. Et moi, je suis membre du comité des ambassadeurs des ACP. Nous avons organisé un symposium sur la diaspora, comment capitaliser l'efficacité de la diaspora pour faire retourner dans nos pays les capitaux, aussi bien techniques, c'est-à-dire la tête, et financiers, c'est-à-dire l'argent, pour servir d'investissement en Afrique. Et dernièrement, c'est courant le mois de mai d'ailleurs, oui, mois de mai, d'avril, qui a eu un forum mondial au Nigeria sur la question, parce que le Nigeria refile à son pays, la diaspora nigérienne refile à son pays 20 milliards d'euros chaque année. Et vous avez vu aussi que au niveau européen, il y a des autorités politiques qui ont voulu commencer à taxer les transferts vers l'Afrique. Parce qu'ils pensaient que ça en était trop, cet argent pouvait servir à être investi
en Europe. Donc c'est ça. Le rôle peut être déterminant si seulement les conditions de base sont préparées pour recevoir cette diaspora, pour qu'elle investisse de manière saine et crée les entreprises. Et ce serait déterminant. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse, pour ces réponses, pour cet entretien, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation du Madiba Club et d'avoir donné de votre temps pour répondre à nos questions et au plaisir de refaire d'autres projets avec vous. En Merci tout cas, beaucoup. c'est un plaisir partagé et je vous remercie de votre dynamisme et aussi de vos capacités et vos qualités de recherche pour voir un peu plus loin et être un peu plus efficace que nous, parce que notre génération, peut-être que nous avons échoué à la mission essentielle de guider les choses dans les pays, dans les régions, dans le monde. En tout cas, merci à vous et félicitations.